Imaginez la chaleur suffocante, à des centaines de mètres de profondeur, dans une mine de charbon en Colombie. Nous sommes en 2009 et une équipe de scientifiques exhume avec soin un monde perdu, une forêt tropicale qui fut ensevelie et fossilisée il y a 60 millions d'années. Ils effleurent une ère juste après la chute des dinosaures. Et alors, quelque chose émerge de la roche sombre, un os, mais pas n'importe quel os. C'est une vertèbre, si grande et si dense qu'elle semble impossible, massive, plus épaisse que le poignet d'un homme adulte. L'esprit humain cherche des schémas, des explications logiques. Et dans le monde de la paléontologie, un os de cette taille, de cette ère, ne pouvait appartenir qu'à une chose, un crocodile colossal, les géants incontestés de ces anciens marécages. L'équipe le supposa, c'était la seule conclusion raisonnable. L'idée d'un reptile de la taille d'un bus repoussait déjà les limites de la crédibilité. Cependant, plus les experts l'analysaient, plus un sentiment de malaise grandissait. Les proportions ne collaient pas. Les courbes lisses ne correspondaient à l'anatomie d'aucun crocodilien connu. Il y avait quelque chose de fondamentalement différent dans ce fossile, quelque chose qui défiait ce qui était écrit dans les livres. La vérité, lorsqu'elle s'imposa enfin, fut plus terrifiante et magnifique que n'importe quel crocodile. Ce qu'ils tenaient entre leurs mains n'était pas le vestige d'un prédateur connu de la science. C'était le fragment d'un monstre qui redéfinissait les lois mêmes de la biologie, et ils ne le savaient pas encore, mais il venait, de déterrer un titan. La réponse était plus simple, et en même temps plus perturbante. Ces os n'appartenaient bien ou pas à un crocodile, c'étaient dit les vertèbres d'un serpent, et non d'un serpent quelconque. Les scientifiques avaient trouvé les restes d'un monstre légendaire, un prédateur qui jusqu'alors appartenait plus au royaume du mythe qu'à celui de la science. Ils la baptisèrent d'un nom qui faisait écho à sa puissance, Titanoboa. Le lieu de la découverte, la mine de Sarajan, se révéla être bien plus qu'un simple site de fossiles. C'était une capsule temporelle parfaitement préservée. Une forêt tropicale entière, avec sa faune et sa flore, fut soudainement ensevelie sous la boue et les cendres volcaniques, scellant un écosystème complet pour 60 millions d'années. Et dans cet ancien lit de rivière, l'équipe continua de trouver de plus en plus de preuves. 20, 30, des dizaines de vertèbres de la même créature colossale. Ce n'était pas un individu aberrant, c'était une espèce. À chaque nouveau fossile, la réalité devenait plus indéniable et plus choquante. Au laboratoire, les chercheurs mesurèrent les sonopores, les os, et insérèrent les données dans des modèles informatiques pour estimer la taille de l'animal. Les premiers résultats furent d'aussi absurdes qu'ils supposèrent une erreur. Ils recalculèrent, ils vérifièrent les formules, ils mesurèrent à nouveau les os, mais les chiffres ne changeaient pas. Ils étaient têtus, cohérents et terrifiants. Les estimations les plus prudentes indiquaient un serpent de plus de 15 mètres de long et un poids dépassant les 1100 kg. Pour vous donner une idée, c'est près du double de la longueur du plus grand anaconda jamais enregistré et plus de 4 fois son poids. La Titanoboa n'était pas seulement le plus grand serpent de l'histoire, c'était le plus grand prédateur terrestre de la planète depuis l'extinction des dinosaures. Elle avait occupé le trône vacant laissé par le tyrannosaure Rex. Un animal de telle proportion ne pourrait exister dans notre monde. Sa taille même était la preuve que la planète du Paléocène était un endroit bien plus extrême, plus chaud, et avec une abondance de vie qui défie notre imagination. La Titanoboa était un thermomètre biologique, et le message qu'elle envoyait du passé était clair, c'était un monde fiévreux. La question, par conséquent, n'était pas seulement de savoir à quel point elle était grande, mais quel type de planète l'avait forgée. Mais comment les scientifiques peuvent-ils en être si sûrs? Comment une poignée d'os peut-elle révéler le portrait d'une créature avec une telle précision?
La réponse réside dans un principe fondamental de la biologie, une sorte de code secret que la nature suit. Les serpents modernes, de toute grande taille, obéissent à des lois d'échelle cohérentes. Il existe une relation mathématique presque parfaite entre la taille d'une vertèbre et la longueur totale du corps. C'est un schéma biologique qui se répète. En mesurant les fossiles de la Titanoboa et en les comparant aux squelettes des boas et des anacondas, les paléontologues ont pu, pour l'essentiel, reconstituer le puzzle. Et les résultats de cette reconstruction défient l'imagination. Le plus grand anaconda jamais mesuré de manière fiable mesurait environ 8,5 mètres de long et pesait un peu plus de 220 kg. Un prédateur redoutable, sans aucun doute. Mais la Titanoboa l'anéantit. Avec ses 15 mètres de long, elle était presque aussi longue qu'un bus scolaire, et son poids, estimé à plus de 1100 kg, était comparable à celui d'une petite voiture. Elle n'était pas seulement un peu plus grande, elle appartenait à une catégorie d'existence complètement différente. Une créature de cette envergure nous force à nous poser des questions. Si un animal comme la Titanoboa était vivant aujourd'hui, dans quel endroit reculé de la planète pensez-vous qu'elle pourrait se cacher? Laissez votre théorie dans les commentaires. Des histoires comme comme celle-ci révèlent par câble les secrets les plus profonds de notre monde, des vérités cachées sous des couches de roches et de temps. Si vous ressentez l'appel de percer ces mystères, alors vous êtes l'un des élus. Et seuls les élus cliqueront sur le bouton rouge pour s'abonner et poursuivre ce voyage en quête de l'inconnu. Cette taille colossale soulève une question encore plus profonde que le « comment ». La vraie question est « pourquoi ». Pourquoi l'évolution a-t-elle permis à un serpent d'atteindre des proportions aussi extrêmes? La réponse ne se trouve pas seulement dans sa génétique ou dans un coup de chance de l'évolution. Le secret de son gigantisme ne résidait pas dans son sang, mais dans l'air qu'elle respirait et l'eau où elle vivait. Une seule force extérieure gouvernait son destin, une force qui a transformé la planète en un berceau pour monstres, la température. Pour comprendre le Titanoboa, nous devons d'abord comprendre la règle fondamentale qui régissait sa vie. Comme tous les serpents, c'était un animal ectotherme. Cela signifie qu'il ne possédait pas de moteur interne pour générer de la chaleur corporelle. Son corps était comme une machine fonctionnant à l'énergie solaire. Son énergie, son métabolisme, sa capacité même à vivre dépendait entièrement de la température ambiante. Plus le monde qui l'entourait était chaud, plus son métabolisme fonctionnait rapidement. Et un métabolisme plus rapide permet une croissance plus rapide, une digestion plus efficace et, de manière cruciale, la capacité de soutenir un corps beaucoup plus grand. Maintenant, voyagez avec moi dans le temps. Il y a 58 millions d'années, la Terre était, à toutes fins utiles, une serre planétaire. Dans la région que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de Colombie, les estimations scientifiques indiquent une température moyenne annuelle d'au moins 32 degrés Celsius. Et il n'y avait aucun répit. Il n'y avait pas d'hiver, ni même de nuit significativement plus fraîche. Imaginez une forêt tropicale qui ne connaît jamais de répit face à la chaleur, où l'air est si dense et humide qu'il semble peser dans les poumons et où les rivières fument sous le soleil implacable. Un monde sans calotte polaire, où la chaleur équatoriale se propageait sur la quasi-totalité du globe. Qu'est-ce qui aurait transformé la planète en une fournaise aussi efficace? Après l'impact de l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures, l'atmosphère s'est chargée de niveaux de dioxyde de carbone bien plus élevés que ceux d'aujourd'hui, créant un effet de serre extrême qui a duré des millions d'années. Pour un animal à sang froid, cette chaleur constante n'était pas un fardeau, c'était du pur carburant. Elle supprimait la plus grande de toutes les limitations biologiques, la nécessité de générer sa propre chaleur.
L'énergie que d'autres animaux dépensaient pour se maintenir au chaud, le titanoboa pouvait l'utiliser pour grandir. C'est là que notre perception moderne nous trompe. Nous pensons à l'Amazonie ou au Congo comme l'apogée de la chaleur et de l'humidité. Mais pour le titanoboa, la forêt amazonienne d'aujourd'hui serait un environnement froid et inhospitalier. Sa survie serait impossible. Son corps gigantesque avait besoin de cette chaleur implacable du Paléocène pour démarrer son métabolisme, pour pomper le sang à travers 15 mètres de muscles et pour digérer les proies énormes qu'il consommait. Sans cette chaleur externe, son système se serait tout simplement effondré. Cette chaleur extrême n'a pas seulement créé le plus grand serpent du monde, elle a alimenté tout un écosystème aux proportions fantastiques, un laboratoire naturel pour le gigantisme. Le titanoboa en était l'apogée, mais il n'était pas seul dans ce monde perdu. Le titanoboa ne régnait pas sur un monde vide. Cette chaleur oppressante qui permit sa croissance nourrit également tout un écosystème aux proportions fantastiques. Les mêmes roches qui ont gardé ses eaux pendant des millénaires ont aussi préservé ceux de ses voisins. Et il raconte l'histoire d'un monde où tout était plus grand, plus lent et plus cuirassé. Dans les eaux troubles, nageaient des tortues géantes comme la carbone-miss, avec des carapaces aussi grandes et rondes que des tables de salle à manger. C'était Tao des forteresses vivantes, lentes et pleines de calories, une source de nourriture parfaite pour un prédateur qui n'était pas pressé. À leur côté, rôdaient des parents primitifs, des crocodiles, comme le Cerejonisuchus. Mais ce n'étaient pas les prédateurs agiles que nous connaissons aujourd'hui. Leurs mâchoires étaient en nez courtes et robustes, avec des dents émoussées, conçues non pour percer la chair, mais pour broyer des carapaces. C'étaient les concasseurs de coquilles de ce marécage. L'écosystème était si riche que même les poissons étaient gigantesques, y compris des espèces de dipneustes qui pouvaient survivre dans des eaux à faible teneur en oxygène. Ce n'était pas une rivière aux eaux claires et aux courants rapides, c'était un labyrinthe marécageux. Imaginez un air si saturé d'humidité que respirer revenait presque à boire. L'eau n'était ni bleue ni verte, mais un bouillon sombre teinté par les tanins d'innombrables feuilles en décomposition, ce qui lui donnait la couleur du thé noir. La visibilité sous la surface n'était que de quelques centimètres. Le son était étouffé par la végétation dense et le bourdonnement incessant des insectes. Ce n'était pas seulement un marécage isolé, c'était l'état par défaut des tropiques sur toute la planète durant le Paléocène. Dans cet environnement, être colossal était le camouflage ultime. Un serpent de 15 mètres de long serait une cible évidente en plein champ. Mais dans un marécage sombre et rempli de débris, ces anneaux gigantesques pouvaient être confondus avec des troncs d'arbres tombés. Son corps, soutenu par la flottabilité de l'eau, pouvait se déplacer dans un silence surprenant. La chaleur constante gardait ses énormes muscles toujours prêts pour une attaque explosive sans avoir besoin de se chauffer au soleil. Le titanoboa n'était pas un accident de l'évolution ou une aberration. Il était la conséquence logique de son environnement. Un monde de chaleur extrême, de proies lentes et cuirassées, et un labyrinthe aquatique parfait pour la chasse à l'affût, a non seulement permis, mais a pratiquement exigé l'évolution d'un prédateur comme lui. Sur cette scène d'ombre et d'eau trouble, le monstre était parfaitement adapté, et sa méthode de chasse était aussi patiente, silencieuse et brutale que le monde même qu'il avait forgé. Oubliez l'image que les films ont créée. Le titanoboa n'était pas un monstre hyper agressif, glissant à toute vitesse à travers la jungle. Sur Terre, il serait maladroit, presque pathétique. Déplacer plus de 1000 kg de muscles et d'os contre la force implacable de la gravité serait un effort herculéen. Chaque centimètre de progression serait une lutte, son corps colossal se traînant
ses organes internes comprimés par son propre poids. Sur Terre, le titanoboa était prisonnier de sa propre masse. Mais dans l'eau, tout changeait. Dans l'eau, la gravité devenait insignifiante. Le monstre maladroit se transformait en un fantôme. Dans les marais sombres et troubles du Paléocène, le titanoboa se déplaçait avec une grâce silencieuse et mortelle, ressemblant plus à un crocodile qu'à n'importe quel serpent que nous connaissons aujourd'hui. Il ne chassait pas, il attendait, à moitié submergé, avec seulement les yeux et les narines perçant la surface, il pouvait rester presque parfaitement immobile pendant des heures, voire des jours. Sa patience était sa plus grande arme. Ce n'était pas une poursuite, c'était une vigile. Un crocodile primitif, s'approchant du rivage, une tortue géante nageant lentement, un énorme poisson passant par un canal étroit. Le titanoboa ne bougeait pas. Il observait. Et puis, en une fraction de seconde, le calme du marais était rompu par une explosion de violence. L'attaque était un éclair d'écailles et de muscles. Un événement si rapide et définitif que la proie n'a probablement jamais su ce qui l'avait frappé. Ce qui suivait n'était pas un combat, c'était une exécution. Des modèles biomécaniques vous estiment que le titanoboa pouvait exercer une pression de constriction de plus de 400 livres par pouce carré. C'est l'équivalent d'avoir une petite voiture garée sur la poitrine. Les côtes d'un crocodile se fracasseraient instantanément. La carapace d'une tortue se fendrait. Contrairement au boa moderne, qui tue par étouffement, l'étreinte du titanoboa était de la pure force brute, provoquant une défaillance structurelle catastrophique et immédiate. L'eau était son terrain de chasse, le support pour son poids et le régulateur de sa température. C'était son tout. Il était si parfaitement adapté à ce monde aquatique et fiévreux qu'il en devint le prédateur suprême. Mais cette spécialisation parfaite, cette dépendance totale à un seul type d'environnement, était aussi sa plus grande faiblesse. La même eau qui lui donna le trône forgea également les chaînes qui allaient le conduire à sa perte. Si la titanoboa était la prédatrice parfaite, l'apex de son écosystème, pourquoi a-t-elle disparu? La réponse ne réside pas dans une bataille épique ou un fléau mystérieux. La réponse est, à la fois, plus simple et plus tragique, le monde a changé. Et elle n'a pas pu suivre. Le moteur qui alimentait sa grandeur fut le même qui la condamna. Après la chaleur extrême du Paléocène, le thermostat de la planète se mit à baisser, lentement mais inexorablement. Pour une géante à sang froid comme la titanoboa, une chute de quelques degrés à peine dans la température moyenne du globe n'était pas un inconvénient, c'était une condamnation à mort. Son moteur métabolique, qui vrombissait autrefois dans la chaleur tropicale, s'étouffait désormais. La digestion d'une seule grande proie, qui prenait autrefois des semaines, pouvait maintenant prendre des mois, si tant est qu'elle s'achevât. Ces mouvements, autrefois explosifs dans l'eau, devinrent lents et léthargiques. Imaginez la prédatrice suprême, désormais incapable de chasser efficacement, incapable de digérer la nourriture qu'elle parvenait à capturer. La titanoboa, pour l'essentiel, est morte de faim au ralenti, sur d'innombrables générations. La tragédie ne fut pas solitaire, son monde entier s'effondrait. Les tortues géantes et les crocodiles primitifs, la base de son régime alimentaire, étaient aussi des créatures à sang-froid et faisaient en face à la même condamnation. Le festin touchait à sa fin. Tandis que les géants à sang-froid titubaient vers l'extinction, une nouvelle forme de vie, plus adaptable et efficace dans le froid, commençait à prospérer dans l'ombre. Les mammifères, à sang chaud, ils ne dépendaient certes pas du soleil pour se réchauffer. Ils étaient l'avenir. Ils rivalisaient pour les mêmes ressources, s'adaptaient plus vite et comblaient les niches laissées vacantes par les reptiles sur le déclin. Le plus grand serpent ayant jamais existé n'a pas été vaincu par un prédateur plus grand. Il n'a pas succombé à une maladie.
Il a été tout simplement éteint par le climat. Son extinction, causée par un changement de quelques degrés seulement, soulève une question dérangeante. Si un titan a pu être effacé de l'existence par un changement si subtil, que nous enseigne son histoire sur la fragilité de toute vie? Le titanoboa était une créature de la démesure, un animal si grand, si lourd et si dépendant d'un environnement spécifique qu'en théorie, son existence semble presque une erreur. Mais pendant un bref et glorieux moment dans la longue histoire de la Terre, toutes les conditions impossibles se sont alignées. La chaleur, l'humidité, l'abondance de proies lentes. La planète a créé un paradis parfait pour un monstre. Et pendant des millions d'années, le plus grand serpent, ayant jamais existé, a régné en maître dans ces marécages perdus. Ses os sont bien plus que les simples restes d'un ancien prédateur. Ils constituent un enregistrement climatique, un thermomètre biologique qui nous raconte l'histoire d'un monde radicalement différent du nôtre. Le titanoboa est la preuve vivante, gravée dans la pierre, que notre planète n'est pas statique. Il nous montre que le climat peut changer de manière drastique et que ces changements définissent les limites absolues de ce qui est biologiquement possible. La vie ne fait pas que s'adapter au climat, elle est forgée par lui. L'histoire du titanoboa est un puissant rappel que la spécialisation extrême est un pari à haut risque. Sa perfection pour ce monde-là fut sa condamnation quand le monde changea. Et puis là aussi, soudainement qu'il apparut dans les archives fossiles, il disparut, ne laissant derrière lui que des os et un avertissement silencieux. L'histoire du titanoboa nous fait réfléchir aux géants de notre propre époque et à la fragilité des mondes qu'ils habitent. Pardon. Que pensez-vous que son histoire peut nous apprendre sur l'avenir de notre propre planète? Partagez vos réflexions dans les commentaires quant à ce cas. Votre perspective est précieuse, même de manière anonyme. Si ce voyage dans le passé a éveillé votre curiosité, abonnez-vous et aimez cette vidéo pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les secrets les plus profonds de la vie. L'histoire du titanoboa nous apprend que, dans la grande tapisserie de la vie, même les titans peuvent devenir des fantômes,